Non, on ne peut pas vous prêter de l'argent et ne pas alourdir la dette. Ça, c'est pas possible. Vous aviez 100 francs, vous me devez 100 francs, je vous donne 200 francs, vous me devez 300 francs, plus les intérêts. Donc la dette, elle va grossir, c'est pas possible. Maintenant, tout est dans est-ce que c'est concessionnel, de quelle forme cela va se faire, ça c'est autre chose. Et d'ailleurs, par rapport à la dette, nous avons deux rendez-vous sur lesquels il faut s'arrêter. Il y a les dettes que nous avions jusqu'à aujourd'hui qui sont d'ordre concessionnel, que nous savons, et dont le paiement aussi bien du service de la dette, leur cours de la dette, nous avons quand même des calendriers qui sont connus, maîtrisés, mais nous avons ce que nous sommes en train d'emprunter depuis 2024 en termes d'obligations obligataires, des emprunts obligataires, dont les maturations sont de 6 ans, vous soldez au bout de 6 ans. Par année sur 5 ans, qui vont dès 2030 commencer à tomber sur la table et jusqu'en 2034-2035. C'est-à-dire que quelle est cette part-là? Ça, c'est une autre question qui va être différée peut-être, mais qui sera très importante, je vous dis, à partir de 2029-2035. C'est ça, 2034 autant pour moi. Donc, aujourd'hui, dire qu'on va chercher de l'argent ailleurs qu'on nous donne, mais que ça ne va pas impacter, ce n'est pas possible. Ne pas travailler avec le FMI, c'est aller tout simplement sur le marché de la dette internationale privée. Ou alors avec des accords bilatéraux, mais que ce soit les pays, c'est pas l'argent, quand même, c'est l'argent et du contribuable, c'est l'argent du secteur privé. Attention, quand on va en Côte d'Ivoire et tout ça chercher l'argent, derrière, je vois Rothschild. Je suis désolé. Je vois tout de suite Rothschild, c'est un privé. Hein? Voilà, c'est le marché, c'est la bourse. Ah ouais. Bon, donc d'une manière, la Côte d'Ivoire prend sa commission dessus. Ouais. Hein? Très bien. Donc ça, c'est le réel. Aujourd'hui, il faut, comme il l'a dit, il fait bien de le dire, Babacar, qu'il faut quand même qu'on revoie nos actions, en tout cas les relations que nous avons avec le FMI, ne serait-ce que pour bénéficier de financements conventionnels, concessionnels qui nous permettraient quand même dans le temps de souffler un peu plus que cette pression terrible des emprunts obligataires. Je vous dis, le prochain pouvoir 2029-2034, il va casquer. Mais parce que derrière le FMI, il y a beaucoup de bailleurs de fonds. Il y a beaucoup de bailleurs de fonds. Si tu n'as pas un accord avec le FMI, les gens ne vont pas te faire confiance. C'est une caution, comment dire, financière, une caution économique, caution financière. N'oublions pas que nous sommes un pays, nous sommes dans le chapeau des pays les moins avancés. Cela veut dire que nous avons des tuteurs. Et que ces tuteurs-là, c'est eux qui vont dire à Babacar qui va me prêter de l'argent. Ah non, attention. Donc nous sommes sous tutelle. Nous avons beau revendiquer un souverainisme, n'oublions pas notre statut. Nous sommes un pays sous tutelle. Donc maintenant, allez voir des partenaires comme les Turcs et tout, allez voir les Chinois et tout ça, ça veut dire que c'est peut-être dans le changement de paradigme aujourd'hui que les choses peuvent changer. Quand nous allons voir les Turcs dans les financements, je ne parle pas des banques, parce que c'est un problème qui ne fait qu'être différé, mais aujourd'hui, par exemple, dans le traitement, dans le partenariat avec les Turcs, dans le cadre de l'agriculture aujourd'hui, comment peut-on de la position d'aujourd'hui, de la station dans laquelle nous sommes, comment avancer de manière considérable avec aussi bien des investissements turcs qui peuvent venir ici, à la rencontre d'un secteur privé sénégalais participatif et à hauteur assez conséquente en termes de mise en place des actions, c'est-à-dire de la mise en place de la société. Ça, par exemple, on peut voir justement ces Turcs par rapport à l'agro-industrie qui sont très développés, quelles sont les relations que nous pouvons faire avec. On peut aussi aller dans le cadre médical, exactement. Quelle est la niche médicale que l'on peut faire pour avoir une industrie pharmaceutique assez soutenue. Et quand on sait qu'aujourd'hui, tu portes des lunettes, j'ai des lunettes, et qu'on sait que les Turcs aujourd'hui sont de très 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 grands fabricants de lunettes, même s'il y a des franchises. Donc il y a des choses à faire. Il y a aussi, on peut aller dans d'autres secteurs, on peut aller dans l'extraction des mines, mais est-ce que faudrait-il seulement qu'on envoie la matière première, faudrait-il pas en place qu'on mette un dispositif de transformation avec un transfert de technologie? On peut voir les niches les unes après les autres. Il y a les fers de Falémé. Hein? Il y a les fers de Falémé. Et qui dit fer de Falémé va dire énergie, parce qu'on ne peut pas traiter le fer. On ne peut pas avoir une sidérurgie si on n'a pas l'électricité. Les deux vont de pair. Mais il va falloir que cela se fasse avec des investissements conséquents, locaux, une transformation locale. Il ne faut pas emmener la matière première. Il faudrait que la matière première soit transformée au Sénégal. Mais est-ce que les trucs ne sont pas dans une dimension de positionnement géostratégique par rapport justement au fait que la France de plus en plus est en train de quitter l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, avec le Mali, ils sont partis, le Niger, le Burkina Faso, et que le Sénégal peut être un hub pour les Turcs pour la pénétration en Afrique, et surtout qu'ils sont déjà présents dans le BTP au Sénégal. Mais justement, cette erreur de l'Union européenne de ne pas travailler avec la Turquie et de laisser la Turquie faire chemin seul, juste dans ce grand ensemble européen, de faire chemin seul dans le cadre de la géostratégie, c'est une erreur, à mon sens, stratégique
très dangereuse pour l'Union européenne. Effectivement, quand on voit la Libye, la Turquie qui s'intéresse à la Libye et de plus en plus au Sénégal et d'autres pays, ça veut dire que n'oublions pas aussi l'histoire de la Turquie. Aujourd'hui, on l'appelle Turquie, mais bon, c'était quand même l'Empire ottoman qui à un moment était un peu partout en Europe et en Asie, qui a dominé le monde. Donc, on a peur aussi un peu de ce Turc un peu tentaculaire. Mais bien sûr qu'il y a une dimension géostratégique. La Turquie, n'oublions pas dans le textile. Ils sont numéro 2 en Europe. Dans le textile. Et le textile, quand vous parlez de textile, vous parlez du Tchad, vous parlez du Niger. Et vous comprenez pourquoi il y avait le Dakar-Niger que le Français a amené ici. Parce qu'il allait chercher le coton, qu'il a mené jusqu'au port de Dakar pour que des marques françaises puissent faire leur truc et tout. Ça veut dire que la Libye, c'est une question de stratégie. C'est des gens qui s'assoient et qui travaillent en se projetant sur 50 ans. Ça veut dire sur 2 générations. Et ils voient les pays... La perspective. La perspective. Et nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans l'éternel recommencement parce que nous remettons tout. C'est comme si nous trouvons un intérêt qui quelque part me semble totalement surréaliste à vouloir nous réinventer dans un processus alors que le processus nous devance. Nous ne faisons qu'alimenter le processus, le dérouler et le laisser à des générations à venir pour le continuer.